Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est effectivement Sonia Backès, présidente de la Province Sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce jour férié. Alors beaucoup d'actualités tout de même, avec la crise sanitaire bien sûr, et nous en parlerons, mais aussi avec les initiatives de la province dans le domaine de la lutte contre l'alcoolisme ou du tourisme. Nous y reviendrons également. Mais tout de suite, ce qui fait l'actualité, c'est bien sûr le fait qu'il n'y ait plus de malades du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. On l'apprenait hier. Le déconfinement est maintenant presque total. Finalement, on s'en sort bien. Quel regard vous portez sur ces semaines écoulées ? Est-ce que vous avez le sentiment que la crise a été bien gérée ? Oui, je crois qu'effectivement, le résultat montre que la crise a été bien gérée. Thierry Santa a pris avec les autres décideurs les bonnes décisions au bon moment. On a eu énormément de transparence pour les Calédoniens avec un porte-parole, Christopher Gigès, qui tous les jours nous donnait l'ensemble des informations, donnait aux Calédoniens l'ensemble des informations. Donc je pense qu'on peut se satisfaire quand même de s'en sortir comme on s'en sort. Quand on voit un certain nombre d'autres pays dans le monde qui sont beaucoup plus abîmés par cette crise, je pense qu'on peut effectivement féliciter le gouvernement pour cette gestion. Les provinces ont été associées complètement à cette gestion de crise. Vous avez pu suivre, donner votre avis, votre opinion au fur et à mesure des évolutions ? Alors un peu plus que suivre, puisqu'en fait le président du gouvernement a décidé de mettre en place la structure décisionnelle qui se réunissait tous les soirs, qui était constituée par le président du gouvernement, le haut-commissaire et les 3 provinces. Donc effectivement, on a contribué tous les jours aux décisions qui étaient prises, et je pense que ça a aussi contribué à ce que les choses se passent bien. Et pourtant, on a vu très vite, et ça a été l'une des caractéristiques un peu de la gestion de cette crise, les provinces prendre un peu leurs décisions elles-mêmes. La province des îles très vite qui a fermé son espace aérien et maritime, la province nord qui a décidé de fixer elle-même la date de sa rentrée. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Quel regard vous portez sur ce qu'on a appelé une traduction de la différenciation provinciale en fait ? Oui, c'est ça, mais je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous on s'est rendu compte que la province nord voulait pas rentrer le 21 avril. Nous, on était en capacité de rentrer. Nos enseignants étaient prêts, avaient été préparés sur les gestes d'hygiène. On a voulu le faire et je pense que c'est très bien comme ça. On a des populations qui sont différentes, on a des réalités qui sont différentes. Évidemment, aux îles, le fait de pouvoir ou pas arriver sur les îles n'est pas la même que entre la province sud et la province nord. On a des différences. Les autorités coutumières, quand on a 98% de terres coutumières aux îles Loyauté, ont évidemment plus de poids qu'elles en ont dans le sud. Donc tout ça fait qu'en fait, on a des réalités, des populations différentes. Et je pense que c'est l'occasion de montrer qu'on est en capacité de s'adapter aux réalités de nos populations. Vous aviez parlé d'hyperprovincialisation. Ça peut être quelque chose, effectivement, ça peut être un enseignement pour le futur de la Nouvelle-Calédonie, pour la manière de vivre ensemble. Est-ce que c'est une réalité qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, ce fait que chaque province existe un peu séparément ? Oui, alors non seulement c'est une réalité, mais je pense que c'est la seule solution qui peut permettre à la Calédonie finalement d'avoir un statut stable dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, en respectant les compétences de chacun et les réalités de chacun dans sa province, finalement on peut prendre les bonnes décisions. On l'a vu, nous en province sud, on a décidé d'un certain nombre de choses. Les aides qu'on a mis en place pour les femmes de ménage, pour les rapatrier, avec beaucoup de réactivité. La province nord a décidé d'autres choses, notamment la prise en charge des charges sociales pour ces acteurs économiques. Bref, chacun a pris les décisions qui correspondaient aux attentes de ces populations et ça marche bien comme ça. Donc je crois qu'il faut là aussi dédramatiser la question de l'hyperprovincialisation. C'est une réalité. On a des populations différentes, des réalités différentes dans les provinces et l'hyperprovincialisation, c'est simplement le respect de ça, le respect du fait que chacun doit prendre les meilleures décisions pour les gens qu'il représente. Alors on a remarqué également dans cette crise une unité territoriale que tout le monde a un peu saluée, avec effectivement des décisions prises en commun, annoncées en commun dans beaucoup de secteurs. Mais il y a eu des critiques aussi. Les décisions étaient prises trop peu, trop tard, des Calédoniens ensemble qui regrettent le timing, qui depuis le début renaclent en disant que les bonnes décisions n'ont pas été prises au bon moment. Ça vous étonne pas qu'il y ait cette politique politicienne un petit peu dans le débat ? Oui, enfin, je crois que Calédonie Ensemble manque quand même gravement d'humilité. Je crois qu'heureusement que c'était pas eux qui étaient aux commandes pendant la gestion de cette crise. Bon, je crois que de toute façon, on aurait dit bleu, ils auraient dit vert. On a dit vert, ils ont dit bleu. Enfin bon, leurs critiques n'ont aucun sens. Le résultat montre qu'on a pris les bonnes décisions au bon moment. Maintenant, il faut gérer cette crise dans le long terme. Mais franchement, les critiques de Calédonie Ensemble n'ont absolument aucun sens. Est-ce que vous considérez que la crise sanitaire est derrière nous maintenant ? Que ça y est, c'est fini, qu'il faut passer à autre chose, et notamment à la crise économique ? Ou est-ce qu'il faut rester prudent ?
Alors, faut rester vigilant parce que la crise sanitaire, elle est quand même pas finie à l'échelle du monde. On continue à avoir des cas partout, des morts partout dans le monde. Donc, il faut rester extrêmement vigilant. Mais on l'est puisque la manière dont ont été gérées les frontières, entre guillemets, les arrivées en Nouvelle-Calédonie, finalement, nous protège à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire, il faut qu'on continue à être vigilant sur le fait que le virus ne rentre pas en Nouvelle-Calédonie de manière à pouvoir continuer à vivre presque normalement à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie. Là aussi, le curseur a été mis au bon niveau pour les rapatriements, avec cette vigilance extrême, avec cette quatorzaine rallongée d'une semaine. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin dans le principe de précaution ? Alors, la vraie précaution, c'est les 14 jours en hôtel. Ça, c'est d'ailleurs repris par un certain nombre de pays, c'est-à-dire que on voit bien que le délai d'incubation peut aller jusqu'à 14 jours. Donc, la vraie nécessité absolue, c'est ces 14 jours en hôtel qui nous permettent d'avoir la garantie que les gens qui, quand ils sortent et qui sont testés à 14 jours, ne sont pas contaminés. La semaine supplémentaire à la maison, je pense à titre personnel qu'on aurait pu s'en passer. Maintenant, si ça rassure une partie de la population, tant mieux. Et sur le principe, il fallait ramener tout le monde. On sait que d'autres territoires, la Polynésie par exemple, a une autre philosophie en disant non, on reste entre nous, on rapatrie pas nos ressortissants. Ramener les Calédoniens sur le territoire, pour vous, ça faisait aucun doute, il fallait le faire ? Alors la Polynésie, ils y reviennent, puisque là, ils commencent à rapatrier des gens de Nouvelle-Zélande, parce que les Polynésiens commencent à avoir du mal à continuer à survivre là où ils sont. Il y a des situations dramatiques. Il y a des situations dramatiques que nous, on avait commencé à identifier dès le départ, des situations sanitaires, des situations financières très compliquées. C'est absolument indispensable de ramener les gens chez eux. Je pense que, pour ceux qui l'ont vécu et qui ont attendu là des semaines pour être rapatriés, qui maintenant ont des dates pour revenir, et tant mieux, ils ont vécu des situations extrêmement dures, avec des séparations familiales, avec des difficultés financières. Ces gens-là n'ont pas travaillé. Non seulement ils n'ont pas travaillé, mais en plus ils devaient se loger, se nourrir. C'était insupportable. Donc oui, absolument, il fallait rapatrier nos concitoyens. C'est ce qui est fait au fur et à mesure, qui va se terminer sans doute vers le début du mois de juin, sous réserve du rapatriement des étudiants, qui va lui aussi devoir être fait en partie. Donc oui, c'était absolument nécessaire. Et là aussi, les bonnes décisions ont été prises. Alors on sent que c'est aussi un sujet extrêmement sensible. On l'a vu la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, avec les relèves de l'État. La Calédonie va pas être complètement coupée du monde, forcément. Il va y avoir les relèves militaires, de gendarmes, d'enseignants, etc. Comment est-ce que vous vous êtes élevé contre les communiqués, les propos du Sénat coutumier, qui est très inquiet face à ces relèves? Vous avez dit en quelque sorte, chacun chez soi, chacun à sa place. Vous maintenez ces propos? Quel est le rôle du Sénat coutumier pour vous? Moi, je considère que si les choses peuvent être bien gérées, c'est parce que chacun reste à sa place. Moi, je vais pas aller me mêler des décisions qui sont prises par la province Nord ou par la province des îles. Je vais pas aller me mêler des décisions qui sont prises au niveau des autorités coutumières, sur les cérémonies coutumières, etc. Ça n'aurait pas de sens. Et les autorités coutumières ont pris des décisions pour ce qui relève de leurs compétences, qui étaient que je respecte. Mais quand elles commencent à se positionner pour dire on ne doit pas avoir de gendarmes qui arrivent en Nouvelle-Calédonie, on ne doit pas avoir d'arrivée de gens qui ne sont pas calédoniens, que ce soit pour des profs, pour des médecins, etc., c'est pas possible. On va trop loin, on met la Nouvelle-Calédonie en danger, parce que quand on a un problème pour faire venir des gendarmes ou pour faire venir des médecins au Médipôle, on met la Nouvelle-Calédonie en danger. Et c'est pas le rôle des autorités coutumières. Et je pense que, encore une fois, Thierry Santa a associé tout le monde, et je pense que c'est la raison pour laquelle ça a bien marché, mais il faut que chacun soit conscient de la place qu'il doit garder. Et pour les autorités coutumières, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, et on va sans doute en parler, sur la question de la délinquance, sur la question des violences intrafamiliales, sur la question de ce qui se passe à l'intérieur des tribus, etc. Je pense qu'ils s'occupent de ce dont ils doivent s'occuper, et puis de laisser ceux qui doivent prendre les décisions les prendre. Mais vous comprenez quand même cette inquiétude qu'on a sentie très forte dans une partie de la population, dans l'ensemble de la population, mais disons plus fortement dans les milieux océaniens. Vous l'avez comprise, cette angoisse face à la pandémie? On était obligé de la comprendre, on l'a vu, on l'a perçu tous les jours. C'est vrai que, Roquamitan nous l'a expliqué, il y a une histoire, il y a effectivement des épidémies qui ont touché
ces populations-là dans les décennies qui nous ont précédés, que certains n'ont évidemment pas connu, la plupart d'ailleurs. Donc on comprend bien cette inquiétude, mais cette inquiétude, elle ne doit pas nous mener à prendre des décisions complètement irrationnelles. C'est-à-dire que on a tous des inquiétudes, on a tous à un moment donné été inquiets de l'arrivée de ce virus, mais on est des décideurs, on doit prendre les meilleures décisions dans l'intérêt de nos concitoyens. Et les meilleures décisions, c'est certes de les protéger du virus, et toutes les mesures pour les arrivées de militaires, de médecins, de profs, etc., toutes les mesures ont été prises avec cette fameuse quatorzaine obligatoire pour tous, quel que soit son statut. Donc les mesures sanitaires étaient prises, mais il y a aussi des mesures en matière de sécurité, en matière de continuité de santé publique, etc. Et je pense que notre rôle de décideur, c'est de prendre les meilleures décisions dans l'intérêt général. Alors, conséquence de cette crise sanitaire, il y a maintenant une crise économique, et c'est tout de même l'une des questions qu'on se pose avec un peu de recul. Est-ce qu'il était justifié de confiner complètement la Nouvelle-Calédonie pendant un mois, au risque d'arriver à une quasi-catastrophe économique, en tout cas une situation économique extrêmement grave? Elle était déjà pas reluisante avant. Est-ce qu'il fallait vraiment en passer par là? Alors bon, c'est toujours facile de refaire le match après. Je crois vraiment que les bonnes décisions ont été prises au bon moment. C'est-à-dire que au moment où il a été décidé de confiner, c'est parce que il y avait non seulement des cas importés, mais on commençait et on avait des cas tous les jours à ce moment-là. Il faut se rappeler, on avait 1 cas, 2 cas, 3 cas tous les jours, avec des cas contacts, quelqu'un qui avait contaminé son chauffeur de taxi. Enfin, donc on avait l'impression quand même que le virus circulait assez facilement entre les uns et les autres. Et là, il fallait à un moment donné stopper le risque de propagation de l'épidémie parce que les capacités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie ne nous auraient pas permis de gérer un pic trop important. Et en plus, on a en Nouvelle-Calédonie ce qu'on appelle une comorbidité, donc avec un nombre de personnes en situation diabétique ou avec des pathologies qui étaient inquiétantes. Donc on a pris, je crois, la bonne décision au bon moment. Aujourd'hui, on est dans une situation où le virus ne circule pas et les décisions de confinement et de quatorzaine ont sans doute aidé à ce que ce soit le cas. Alors maintenant, comment est-ce qu'on s'attaque à la crise économique, et est-ce que déjà on a une idée des secteurs qui ont le plus souffert, notamment dans la province sud? Alors oui, d'abord, effectivement, on a maintenant une crise économique à gérer qui était, je rappelle qu'on n'était quand même pas dans une situation économique très florissante avant l'arrivée de la crise sanitaire, parce qu'on a un héritage des décisions qui ont été prises par nos prédécesseurs qui ont fait que quand même le monde économique a été abîmé en Nouvelle-Calédonie, avec beaucoup d'entreprises qui ont fermé, etc. Donc les secteurs les plus touchés, c'est pas un secret, c'est les secteurs qui sont liés au tourisme, et notamment à l'arrivée soit de croisiéristes, soit de touristes internationaux. Donc ce sont les hôtels de Nouméa, ce sont les agences de voyage, enfin tous ceux qui sont en lien avec ces secteurs-là. Donc il y a deux types de traitement de la crise économique par les institutions, que ce soit la province sud ou la Nouvelle-Calédonie. Il y a ceux qui ont été impactés par les 4 semaines de confinement. Donc là, il y a des différentes aides qui ont été mises en place et de manière assez rapide. Nous, on a eu 4500 dossiers quand même à la province sud. C'est énorme, 4500. 4500 dossiers, c'est beaucoup. On en a traité déjà 3000 et les 1500 qui restent vont être traités dans les jours qui viennent. Et qui vont s'en sortir. Ces entreprises-là, écoutez, elles ont eu un passage à vide, mais elles vont pouvoir repartir. C'est toujours difficile de vous répondre de manière... C'est pas tout blanc ou tout noir, mais il y a quand même une vraie solidarité de ce qu'on perçoit depuis la réouverture, une vraie solidarité des Calédoniens. Les Calédoniens consomment. On a des commerçants qui nous disent on arrive, finalement on se demande même si on va pas avoir un problème de stock parce que finalement les Calédoniens consomment, et tant mieux ceux qui n'ont pas souffert, et je l'ai dit, les fonctionnaires, les retraités, ceux qui finalement n'ont pas été touchés par cette crise, eh bien leur contribution c'est de consommer et c'est de faire marcher l'économie. Et ça, finalement, ça reprend pas trop mal, c'est pas encore ça, donc il y aura évidemment un impact, mais globalement sur les secteurs qui ont été confinés que 4 semaines, je dis que 4 semaines parce qu'évidemment en métropole je crois qu'ils en sont à la 9e semaine, donc l'impact est beaucoup plus lourd. Ces gens-là, à mon sens, peuvent s'en sortir avec les aides de la province sud, avec les aides de l'État, avec le chômage partiel de la Nouvelle-Calédonie. Le dispositif permet de s'en sortir. Ceux qui sont en très très grave difficulté, c'est évidemment Air Calin, qui va être sans l'aide de l'État et de la Nouvelle-Calédonie à terre. Et puis les agences de voyage et le secteur du tourisme. C'est pour ça que sur le tourisme, on s'est dit, on a quand même ces 32 milliards de recettes qui rentrent en Nouvelle-Calédonie grâce au tourisme, 28 milliards liés au tourisme international et 4,7 milliards au tourisme local. Alors évidemment, on ne va pas compenser complètement, mais dans la mesure où les Calédoniens vont plus pouvoir sortir de Calédonie pendant un certain temps, voire un temps certain, eh bien, tant qu'à faire, autant qu'ils profitent de cette période-là pour découvrir les richesses
qu'on a en Nouvelle-Calédonie, en particulier en province sud. Et c'est pour ça qu'on a lancé une campagne avec des grosses promotions, de manière à ce que les Calédoniens, plutôt que de se dire on va attendre de savoir quand est-ce qu'on peut sortir, eh bien qu'ils essayent de redécouvrir la province sud. Ça va marcher? Vous croyez que vous allez arriver à les convaincre? Les Calédoniens, effectivement, sortent pas mal. On s'en est aperçu d'ailleurs avec les nécessités de rapatriement. Il y a quand même beaucoup de Calédoniens à l'extérieur du territoire. Comment les convaincre vraiment d'aller découvrir les infrastructures locales? Est-ce qu'ils vont pas avoir tendance à thésauriser en disant le jour où les avions reprendront, on ira voir ailleurs? On aura évidemment les deux, mais je crois que d'abord, on n'a aucune perspective de réouverture à ce stade. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va réouvrir à la fin de l'année, plus tard. Aujourd'hui, Air Calin, par exemple, dans ses prévisions, prévoit un scénario optimiste avec réouverture en fin d'année. Et ça, c'est le scénario optimiste. Donc, potentiellement, ça peut être pire. Je crois que y a des gens qui avaient prévu des vacances, qu'ils en profitent en Calédonie. On a quand même un développement des structures en brousse en particulier qui se sont développées avec des prestations, des services qui sont assez chouettes, avec des paysages évidemment qui sont magnifiques, avec des choses à découvrir. Et encore une fois, c'est l'occasion de le faire. Peut-être qu'ils auront plus après l'occasion ou l'envie, ils auront sans doute envie de sortir, qu'ils en profitent là pour le faire. Je crois, encore une fois, ce que j'ai vu au moment du déconfinement sur la solidarité au niveau de l'économie en général me fait croire dans le fait que ça puisse marcher. Quelle va être la contribution de la province sud pour aider à ce que ça marche? C'est quoi cette campagne, sur quoi elle est basée? Nous, on a contribué en fait d'abord à fédérer l'ensemble des acteurs. Donc, on a quand même plus de 150 offres, 152 offres aujourd'hui, qui vont jusqu'à 60% de réduction. Donc, en fait, on a finalement répertorié, regroupé l'ensemble de ces offres. Et puis, on en fait la pub, on en fait la com, puisque il y a un site qui va être ouvert qui s'appelle destinationprovincesud.nc, dans laquelle on va avoir le regroupement de l'ensemble de ces offres. Et c'est nous qui faisons la campagne de promotion. Donc, c'est bien les prestataires eux-mêmes qui font les offres, mais c'est nous qui les mettons en valeur. Et ça permet également de sauvegarder ces prestataires qui sinon n'auraient plus de clientèle s'il n'y a pas la clientèle locale. Ah oui, très clairement, là, ils ont pas d'autres clientèles, donc ils ont besoin des Calédoniens pour s'en sortir. Et si on veut, au moment où ça redémarrera, être en capacité de réattirer de la clientèle internationale, eh bien, il faut continuer à faire tourner ces structures-là. Et comment rendre le Sud plus attractif que le Nord et les îles? On se dit que peut-être les Nouméens ou les gens du Sud vont profiter de ces vacances pour aller voir dans les autres provinces? Parce que c'est mieux dans le Sud. Non, plus sérieusement, il y a trois GIE, 3 structures. Donc nous, dans le Sud, on a le GIE NCTPS. Il y a une structure dans le Nord et dans les îles qui feront sans doute aussi leur campagne de communication. On a des belles structures qui se sont créées en province Sud, à Bourail, à Farino, à la fois, à l'île des Pins, évidemment. J'invite les Calédoniens à redécouvrir l'île des Pins. On a vraiment des très très belles choses à voir avec des paysages très différents. Et je crois que malheureusement, pour un certain nombre de Nouméens notamment, ou de gens qui habitent dans l'agglo, on oublie la chance qu'on a de vivre ici. Donc c'est l'occasion. La province a également ses propres infrastructures hôtelières. Elles ont beaucoup souffert, elles vont beaucoup souffrir. Alors, le Méridien, tout d'abord, là, pour l'instant, il y a une solution qui arrange tout le monde, c'est qu'il a été réquisitionné pour loger les rapatriés, une partie des rapatriés. Ça n'a pas duré. Qu'est-ce qui est envisagé après? Ça dure un peu parce qu'effectivement, là il s'agit de rapatrier les Calédoniens, mais après, il s'agira d'accueillir, on en parlait tout à l'heure, les profs, les médecins, les infirmiers qui arriveront, ceux qui ont un emploi en Nouvelle-Calédonie et qui devront arriver. Donc, ça va pas remplir l'hôtel quand même. Comment? Ça va pas remplir l'hôtel quand même, si. Je crois qu'on n'a pas de visibilité. En tout cas, c'est difficile d'avoir une partie d'hôtel. Enfin, je sais pas comment les choses vont s'organiser, mais en tout cas, on n'a pas de visibilité sur à quel moment ça s'arrête. Donc, pour l'instant, pour le Méridien, en tout cas, la réquisition de la Nouvelle-Calédonie fait que le Méridien tourne. On a un vrai souci. Donc, le Méridien de l'île des Pins, lui aussi, est globalement équilibré. On a un vrai souci, mais structurel, avec le Sheraton de Deva, qui perd de l'argent depuis toujours. Je l'ai dit, Marriott, quand on l'a rencontré, le responsable de Marriott nous a dit qu'il avait expliqué à Philippe Gomes au moment où il avait voulu faire le Sheraton d'Eva qu'il ne fallait faire que 60 clés pour équilibrer le projet. Il a décidé d'en faire 187. Donc jamais on remplira 187 clés de manière continue au Sheraton. Donc on a 33% de taux de remplissage, ce qui évidemment nous amène à un déficit gigantesque qui va nous amener à devoir prendre des décisions
Pas de fermeture, hein, je le précise parce que ça a été dit. Pas de fermeture, mais en tout cas d'adaptation aux besoins réels qu'on peut avoir. Alors vous invitez également les Calédoniens à aller au Sheraton éventuellement dans les semaines qui viennent. Bien sûr. Ça peut être un lieu de... Mais encore une fois, dans toutes les structures de la province sud, pas spécifiquement dans les structures de la province, parce que c'est l'intérêt global de la Calédonie sur le plan économique. Quand l'ensemble des structures de la province gagnent de l'argent, elles payent des impôts, elles payent des salariés, elles font tourner la machine. Mais globalement, cette période va également se traduire par une baisse de recettes pour la province sud. Beaucoup de dépenses, on l'a vu, puisque vous venez en aide à ces entreprises. Est-ce que vous vous posez aujourd'hui de vraies questions budgétaires ? Comment boucler comment réaliser déjà le budget 2020 et puis comment construire le budget 2021 ? Alors il y a deux problématiques majeures à la province sud qui vont arriver à faire qu'on arrive au bout du système. La première problématique, c'est évidemment la clé de répartition. Aujourd'hui, on a 76% de la population qui habite en province sud et on ne touche que 50% des recettes fiscales. C'est juste pas tenable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on doit payer 6 milliards d'aides médicales, quand on doit payer les cantines pour les enfants, quand on doit payer toutes les mesures sociales qui sont prises par la province, on ne peut pas payer pour 76% de la population alors qu'on n'a que 50% de l'argent qui va avec. C'est pas possible, ça ne marche pas. Donc, on arrive au bout de l'accord de Nouméa. Au pire, il nous reste 2 ans. De toute façon, il faudra revenir sur ce système-là parce que c'est la faillite de la province sud en perspective. On en parle depuis des années, vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir. Est-ce qu'on voit une éclaircie, une solution ? Est-ce que les autres provinces sont prêtes à en parler ou est-ce que c'est pour l'instant toujours un sujet complètement de blocage ? C'est un sujet de blocage. La province Nord et la province des îles ne veulent rien entendre sur la modification de la clé de répartition. Pourtant, c'est bien leur population qui, visiblement, n'ont pas trouvé ce qu'elles voulaient en province Nord et en province des îles et qui arrivent dans le Sud et qui rajoutent des frais en termes d'aide médicale, en termes de bourse pour la province Sud. Donc, à un moment donné, ça va devoir s'arrêter. Nous, on va devoir prendre des mesures pour dire maintenant, le flux doit s'arrêter. Il y a des choses qu'on ne pourra plus payer. C'est pas possible. Et puis, le deuxième problème structurel, c'est que nos prédécesseurs ont quand même, principalement dans des périodes 2004-2009, mais recruté énormément de fonctionnaires. Aujourd'hui, on a une structure administrative qui est beaucoup trop lourde. Alors, c'est pas le cas dans tous les services, évidemment. Il y en a qui sont en tension, il y en a moins. Mais en tout cas, aujourd'hui, alors vous savez qu'on a décidé de ne pas renouveler 80 postes de fonctionnaires cette année. On est déjà une 60aine aujourd'hui. On continue jusqu'à la fin de l'année, mais dans l'absolu, il faudrait aller au-delà de ça parce qu'on n'a plus les moyens de continuer à faire ça. Donc aujourd'hui, la province va avoir du mal à boucler son budget 2020. On va en parler avec les élus dans les prochaines semaines. Mais en plus, il va falloir qu'on prenne des vraies décisions et notamment les décisions de savoir qui assume quelles compétences. La question, par exemple, de l'aide médicale, qui est également posée par le président de la province des îles, qui normalement devrait relever de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas de raison qu'on ait un système RUAM et un système aide médicale. Ça génère des surcoûts phénoménaux parce qu'on a 2 systèmes qui cohabitent. Et c'est le cas dans beaucoup de domaines. On a un service de la culture à la Nouvelle-Calédonie, un à la province, un à la mairie. On a un service de la jeunesse à la Nouvelle-Calédonie, à la province, à la mairie. On a de l'agriculture à la Nouvelle-Calédonie, à la province. Enfin, à un moment donné, il va falloir... parce qu'on n'a plus les moyens de se payer ça. Donc, à un moment donné, il va falloir poser les choses. Et en plus, c'est dans l'intérêt de l'usager. C'est-à-dire que l'usager, il se retrouve à devoir aller à un guichet là, un guichet là. Il va falloir qu'on utilise, entre guillemets, le fait que de toute façon, aujourd'hui, on n'a plus le choix pour remettre chacun chez soi et que chacun s'occupe des compétences. Cette remise à plat, elle peut se faire en dehors de la discussion d'un nouveau statut, d'un futur statut de la Nouvelle-Calédonie. On peut profiter de la situation actuelle pour le faire, ou est-ce qu'il faut attendre forcément le passage obligé des 2 et 3e référendums ? Ah non, je crois qu'il ne faut pas attendre, d'abord parce qu'on n'a pas les moyens d'attendre, et ensuite parce que, encore une fois, je pense que ça va avec la relance. C'est-à-dire que le fait de dégrossir un peu le poids de notre administration fait partie de la relance. Si on veut pouvoir investir dans l'économie et avoir les moyens finalement de donner à la machine économique un peu plus de moyens, donc de l'investissement, il va falloir qu'on fasse des économies sur nos coûts de fonctionnement. Alors en attendant, il y a une autre grande réforme que vous avez lancée hier, avant-hier, de lutte contre la surconsommation d'alcool. Ça aussi, on en parle depuis des mois et des mois. C'était le bon moment, juste comme ça, à la sortie alors que la crise sanitaire n'est pas encore terminée, ça vous paraissait le bon créneau ?
Alors c'est le bon moment depuis très longtemps, c'est-à-dire que ça fait, c'est quand même c'est le fléau de la Nouvelle-Calédonie. Sur les morts sur la route, c'est 82% l'année dernière qui sont liés à la consommation d'alcool. Sur la délinquance, c'est plus de 80% des actes qui sont commis par des gens qui étaient alcoolisés. Enfin, c'est juste une catastrophe. Les violences intrafamiliales, ce qui est fait par certains Calédoniens quand ils ont bu est juste insupportable. Donc on a un problème avec l'alcool et malheureusement les décisions qui ont été prises par l'ancienne majorité d'augmenter les taxes, ça a généré une baisse de la consommation d'alcool générale, c'est-à-dire que globalement les gens consomment moins d'alcool, sauf que ce ne sont pas ceux qui posent problème qui consomment moins d'alcool, mais ceux qui arrivaient à consommer régulièrement un verre de vin ou une coupe de champagne. Et là, on se retrouve avec finalement une augmentation du taux d'ivresse publique manifeste, donc les gens qui sont sous dans la rue, de 23% sur les années 2016 à 2019, donc de manière gigantesque, un nombre de cambriolages qui augmente. Bref, on n'a absolument rien réglé avec l'augmentation des taxes. Et on l'avait dit pendant la campagne, ce qu'il faut, c'est réussir à faire changer les mentalités par rapport à l'alcool. Aujourd'hui, on le voit dans certaines fêtes, c'est bien de dire à son gamin, vas-y, bois un coup, sinon t'es pas un homme, quoi. Ça, il va falloir qu'on arrête. L'alcool, ça a des conséquences. Quand on surconsomme, ça désinhibe, on fait des choses qu'on ferait pas forcément normalement. Et je pense que ça, il faut qu'il y ait une éducation là-dessus. Et le fait de mettre en place ce système de bottle shop dont on parle depuis très longtemps, c'est-à-dire de changer le comportement par rapport à l'achat de l'alcool, c'est de dire, demain, on va plus acheter sa bouteille de whisky comme on achète sa baguette de pain. C'est un acte particulier, et ça demande la présentation de la pièce d'identité, ça demande de pas être mineur évidemment, c'était déjà le cas, mais c'était pas forcément respecté parce que quand on arrive à la caisse d'un grand magasin, on fait pas forcément attention à demander la pièce d'identité. Donc c'est des choses qui vont être extrêmement contrôlées, on va pas pouvoir acheter de l'alcool quand on a déjà bu, etc., etc. Et en plus avec maintenant une augmentation des sanctions qui vont passer de 1 à 5 millions pour ceux qui respectent pas les règles. L'idée, encore une fois, c'est de changer les mentalités sur le sujet. Mais on vous dit libéraliser la vente d'alcool le week-end alors que c'est interdit depuis des années en Nouvelle-Calédonie, peut-être pas le bon moyen pour diminuer la consommation? Alors c'est pas de la libéralisation, aujourd'hui on avait une interdiction d'acheter de l'alcool le week-end, sauf que c'était quoi la réalité? La réalité c'est qu'il y avait soit un surstockage la veille du week-end, donc des gens qui achetaient des quantités, il suffit d'aller dans certains grands magasins la veille des week-ends, on voit des palettes entières de bière ou des chariots entiers de bière qui sortent, donc les gens surstockent, et comme c'est le mode de fonctionnement océanien, on consomme tant qu'on en a. Donc les gens, ils surstockaient, et après ils consommaient jusqu'à se rendre malades. Donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est qu'il y a un marché noir phénoménal qui s'est lancé. Alors on connaissait bien celui de Kowekara, mais il y en a aussi à Ducos, et Roquamitan parlait du fait qu'il y en avait même dans les tribus maintenant, de gens qui finalement ont utilisé cette interdiction du week-end pour vendre de l'alcool à des prix prohibitifs dans le marché noir. Et en plus, ce marché noir, il s'est accompagné maintenant de vente de cannabis et d'autres produits illicites, de revente de matériel volé, etc. Enfin, on est arrivé au bout du bout. Et donc, clairement, c'est pas ces interdictions. Donc, non seulement elles ont absolument pas changé le nombre d'ivresses publiques manifestes, puisque ça a augmenté de 23% entre le moment où on les a mises et aujourd'hui, mais en plus, ça a rajouté d'autres problèmes. Donc l'idée, c'est de revenir là-dessus et par contre de complexifier l'acte d'achat. Ça entre en vigueur le 1er juin, toutes ces mesures. Oui. Lutte contre la délinquance également, qui accompagne un petit peu ce train de mesures sur la surconsommation d'alcool. Comment les mettre en œuvre? Parce que ça fait un moment qu'on essaie de lutter contre la délinquance juvénile. Vous pensez là être accompagné par l'État? Oui, alors c'est pas que je pense, on est accompagné par l'État puisqu'on a conventionné avec le procureur de la République sur le sujet. Sur l'alcool et sur la délinquance des mineurs, je crois qu'il faut être très humble et on l'est, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer les choses du jour au lendemain. C'est une question, encore une fois, de changer les mentalités. C'est un problème de société, comme l'alcool. C'est-à-dire qu'il faut que les parents comprennent que leurs enfants, en particulier les moins de 16 ans, parce que n'ont pas à être dehors entre 22h et 5h du matin. Ça paraît peut-être une évidence pour une partie de la société calédonienne, ça l'est pas pour une autre. On n'a pas à laisser traîner son gamin entre 22h et 5h du matin. C'est une réalité parce qu'entre 22h et 5h du matin, il doit être chez lui, il doit soit dormir, soit faire ses devoirs, soit être en famille. Et donc, quand on n'avait pas jusqu'à présent de partenariat entre les forces de l'ordre et les autorités de la province. Ce partenariat maintenant il est créé, c'est-à-dire que maintenant il va y avoir une transmission tous les jours par le biais d'une main courante entre les forces de l'ordre et les services sociaux de la province pour signaler tous les jeunes
qui seront dehors entre 22h et 5h du matin. Il faut rappeler quand même près de 50% des faits de cambriolage sont commis par des mineurs. Donc ces gens-là, et c'est la nuit, donc dans les gens qu'on va aller contrôler, il y a quand même 50% des cambriolages qui sont commis par ces gens-là. Donc on va avoir cette information-là. Il ne s'agit pas de sanctionner immédiatement ces gens-là. Il s'agit de savoir pourquoi ils sont dehors. Une fois qu'on sait que le jeune de moins de 16 ans est dehors une fois, deux fois, trois fois entre 22h et 5h du matin, c'est qu'il y a un problème. Alors est-ce que c'est un problème de logement ? Et puis finalement, il erre parce qu'il y a une surpopulation dans son logement. Est-ce que c'est parce que papa et maman sont en train de se taper dessus et qu'il vaut mieux qu'ils ne soient pas à l'intérieur de la maison ? Est-ce que c'est un problème d'alcool ? Ou est-ce que c'est un abandon des parents ? Et si c'est un abandon des parents, ça doit avoir des conséquences. C'est-à-dire que quand on fait un enfant, on en est responsable. Et en être responsable, c'est faire qu'il ne traîne pas entre 22h et 5h du matin. Et donc, ça veut dire que derrière, il y aura des conséquences. Donc, évidemment, des conséquences en termes d'abord de tentative d'accompagnement parental. Puis, si les parents en ont rien à faire, eh bien, ils devront être sanctionnés. Et le procureur de la République disait, on a des jeunes qui sont pris en ivresse publique manifeste sur la route. Et donc, qui mettent un geôle de dégrisement, qui passent quelques heures le temps de revenir, de récupérer leurs esprits. Et à ce moment-là, on appelle les parents pour dire aux parents de venir les chercher. Et là, personne ne vient. Ah non, mon fils, il n'a qu'à sortir tout seul. Eh ben non, il n'a pas à sortir tout seul, parce qu'il est mineur, et que quand il est mineur, c'est son parent qui est responsable. Et ben à ce moment-là, on est susceptible de suspendre les allocations familiales. Alors à ce propos, c'est un fait d'actualité, un communiqué qui vient de nous parvenir il y a quelques instants, où Génération NC vous reproche d'avoir supprimé en catimini le principe de gratuité des cantines avec ses dispositions contre la délinquance des mineurs. Vous avez fait ça ? Non, c'est faux. Enfin... Nina Julier, malheureusement, reprend la campagne au Mont d'Or. C'est triste de le faire de cette manière-là. On a aujourd'hui, la province assume finalement de quoi financer avec les communes la gratuité pour les élèves boursiers. C'est une compétence qui n'est pas la sienne. Ça devrait être une compétence des communes. Ça coûte 1,1 milliard à la province. Aujourd'hui, on a, malheureusement, parce que c'est gratuit, de l'ordre de 20% des élèves qui vont pas manger. C'est dommage, je pense qu'il faut qu'on ait une prise de conscience du fait que aller manger à la cantine, ça coûte de l'argent. Et le texte qui a été adopté hier à la province prévoit simplement que ce sont aux communes de décider de la manière dont elles gèrent les cantines parce que c'est leur compétence. Ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun doit assumer ses compétences. La province, malheureusement, intervient dans beaucoup de compétences qui ne sont pas les siennes. Et là, c'est aux communes de décider de ce qu'elles font avec les cantines puisque c'est leur compétence. Vous parliez des municipales, justement, c'est très bientôt. On parle du second tour qui devrait avoir lieu avant le 21 juin. Ça va être compliqué de relancer une campagne électorale interrompue de cette manière-là. Vous voyez les choses comment et à quelle date, selon vous, ça doit se tenir ? Alors, il est question du 14 ou du 21 juin, en tout cas du mois de juin, donc d'ici à peu près un petit peu plus d'un mois, sans doute. Le 7 juin, c'est trop tôt, hein. Alors peut-être le 7 juin. Moi, je souhaite que ce soit le plus tôt possible, mais on nous parle du 14 ou du 21 juin, donc on n'est pas à une semaine ou 15 jours près. C'est particulier comme contexte, on n'a jamais connu ça entre deux tours. Donc c'est presque une nouvelle campagne qu'il faut mener. Les candidats de l'Avenir en confiance, certains ont été élus au premier tour. C'est le cas de la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, qu'on a soutenue. On a des candidats qui sont au deuxième tour, qu'évidemment on va soutenir. Georges Naturel à Dambéa, Eddy Le Courrieux au Mont d'Or, à titre personnel Willy Gattuo à Païta. Et puis il faudra se poser la question dans les autres communes où il n'y a pas forcément de candidats en position de gagner pour l'Avenir en confiance, de savoir ce qui est fait. Mais vous allez vous relancer dans la campagne, pas comme présidente de l'Assemblée de la province, mais en tant que responsable de l'Avenir en confiance, ça va être l'un de vos objectifs des prochaines semaines. Oui, bien sûr. Autre échéance électorale, bien sûr, le deuxième référendum, le 6 septembre, il doit être maintenu à cette date et il faut tout faire pour qu'il soit organisé dans les meilleures conditions, etc., comme d'habitude. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de le décaler. Les conditions sanitaires nous permettent de le tenir. Il y a des questions logistiques pour faire venir les 250 délégués qui sont venus la dernière fois et qui avaient été demandés. C'est des questions logistiques, mais il n'y a pas de raison de ne pas le tenir. Moi, ce que je crois, c'est qu'il est temps qu'on se mette autour de la table. C'est-à-dire que référendum le 6 septembre, il va sans doute donner un résultat, et je le souhaite, proche de celui qu'on a eu sur le premier. Et puis, on va aller vers un troisième référendum. Et puis quoi ?
à un moment donné, il va falloir quand même qu'on se mette autour de la table. Moi, j'ai fait une proposition d'évolution du statut qui me paraît répondre à un certain nombre d'attentes en termes d'autonomie des uns et des autres, avec l'idée d'hyperprovincialisation où finalement chacun peut développer ce à quoi il croit dans sa province. Mais je mets ça au pot commun et je souhaite qu'on en parle. Et j'aimerais bien que nos partenaires indépendantistes finalement acceptent qu'on se retrouve autour de la table et qu'on commence à parler. Si eux ont des choses à défendre, ils le défendent. Les Calédoniens ont décidé le 4 novembre dernier de rester dans la République française. J'espère, et je les invite à aller voter massivement le 6 septembre pour décider à nouveau et confirmer le fait qu'ils souhaitent rester dans la République. Les indépendantistes ont accepté au moment où ils ont signé l'accord de Nouméa de respecter le résultat du vote. Donc je crois qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on décide de ce qu'on fait de la Calédonie à l'intérieur de la République française. Ils vous accusent, pas que vous, d'ailleurs, votre camp, de surfer un peu sur la crise sanitaire pour faire la campagne d'ores et déjà pour le maintien dans la France en mettant en avant l'aide de l'État, le fait qu'on ne s'en serait pas sorti sans la France, etc. C'est ce que vous avez fait ? On surfe pas, mais je pose la question de savoir comment on aurait fait sans la France. Tout simplement, là, les milliers de Calédoniens qui vont être payés avec le chômage partiel, ça ne peut être le cas que parce que la France nous a permis de débloquer ce qu'ils nous ont débloqué. Donc après, c'est pas une question de surfer, c'est une question de simplement être conscient de la réalité de la Calédonie. La Calédonie, seule dans cette crise, elle n'aurait pas pu s'en sortir. Donc, il s'agit pas de revenir, de remettre en cause ce que les gens vivent, mais on peut très bien être kanak, être fier d'être kanak, être océanien, être fier d'être océanien, et se dire on peut pas faire sans la France. C'est ça la réalité. Donc je crois qu'il faut à un moment donné simplement être réaliste et dire là de toute façon, et encore plus maintenant, restons français. Sur Abacas, nous sommes le 8 mai. Le 12 mai, ça fait presque un an. C'était les élections provinciales que l'Avenir en Confiance a remporté. Vous deviez à l'époque lancer un choc de confiance, c'était un peu le thème. Un an après, quel bilan ? Vous avez été confronté à un certain nombre de réalités qui vous ont empêché de mettre en œuvre votre programme. Vous vous dites que globalement, en un an, vous avez fait le job. Alors on a fait énormément de choses. On va communiquer la semaine prochaine pour faire le point sur les engagements qui ont été tenus, les engagements de campagne qui ont été tenus. Et il y en a pas mal. Alors vous avez parlé de ceux qu'on a voté la semaine dernière, mais globalement il y en a pas mal. On a découvert une situation, je l'ai déjà dit, mais qui était bien pire que celle qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a ouvert un placard, on a découvert des cadavres laissés par nos prédécesseurs, une situation budgétaire et économique catastrophique comme jamais on en avait connu à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Donc je crois qu'on a fait quand même énormément de choses. On a redonné de la confiance à un certain nombre. Alors évidemment, la crise sanitaire a pas aidé. Je crois aussi que on cumule, c'est-à-dire qu'on a cumulé évidemment la crise sanitaire que chacun connaît, mais l'incertitude institutionnelle avec le 2e et le 3e référendum, la situation des entreprises minières, Vale qui veut s'en aller et qui veut vendre, SLN qui est dans une situation extrêmement compliquée, tout ça est quand même cumulé, et malgré tout, on tient nos engagements, les uns et les autres, on déroule, on met en place ce à quoi on s'est engagé. C'était l'alcool hier, c'est le tourisme demain. En tout cas, on déroule petit à petit notre programme avec les conditions qui sont les nôtres. Sonia Abacas, présidente de l'Assemblée de la Province Sud, merci d'accepter notre invitation. Merci.